Parler comme je pense. Parler cru. Vous êtes sur Change, le juriste de demain. Le podcast dédié aux acteurs du droit qui va vous sortir de votre zone de confort. Ça y est, nous y sommes. C'est le dernier épisode de la saison. Ça fait un petit pincement au cœur, mais voilà. 1 an déjà. C'est fou, le temps passe vite. Je tenais à vous dire que j'ai eu un réel plaisir à vous accompagner tout au long de cette année qui s'achève. J'en profite pour remercier tous mes invités qui sont passés sur Change. Je vous invite d'ailleurs à aller découvrir les épisodes précédents si cela n'est pas encore fait. Pour terminer cette année en beauté, j'ai voulu parler d'un sujet ultra important pour les avocats et leurs cabinets. La performance. Je ne vais pas aller plus loin sur cette notion qui vous interpelle certainement, car je préfère donner la parole à une experte qui en parlera mieux que moi. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Hélène Amonique, entrepreneure du droit et fondatrice de Facilo, un cabinet de conseil dédié à la performance des cabinets d'avocats. Je vous laisse découvrir nos échanges. Bonjour Anne-Hélène. Bonjour. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci beaucoup. Écoute, c'est un réel plaisir pour moi de t'avoir, de t'accueillir aujourd'hui sur Change. L'idée, c'est vraiment d'évoquer avec toi un sujet que tu travailles depuis un certain temps maintenant, quand même, la performance, pour les professionnels du droit et notamment les avocats, c'est ça ? Exactement, c'est tout à fait ça. Est-ce que tu pourrais te présenter et ensuite je te poserai une question beaucoup plus ciblée parce que j'aimerais qu'on parle un tout petit peu marché, du droit, tu sais. Oui, entendu, bien sûr. Donc, je m'appelle Anne-Hélène Amonique. J'ai travaillé 18 ans en interne dans des cabinets d'avocats. Et je me suis rendu compte que pour beaucoup d'avocats, et d'ailleurs, il y a une étude là-dessus, on dit que 73% des avocats, précisément, qui considèrent que leurs revenus sont pas en adéquation avec le temps et l'énergie qu'ils y mettent. Et en fait, moi, je trouve que c'est du gâchis, c'est dommage. Et donc, j'ai créé Facilo pour tenter de remédier à cette situation. Et donc Facilo, aujourd'hui, ça permet donc aux cabinets d'avocats 2 choses principalement. Donc de produire mieux au moindre coût et puis de vendre plus de missions. Autrement dit, améliorer la performance pour améliorer la rentabilité et puis, cerise sur le gâteau, retrouver de la sérénité. Intéressant. En plus, tu rentres dans le fond, quoi. C'est-à-dire, effectivement, quand tu dis améliorer la rentabilité, là, est-ce que tu arrives jusqu'au modèle économique ou ce genre de choses ou pas du tout ? Ah oui, complètement. En fait, dans l'approche, on travaille vraiment sur les gains. C'est-à-dire, si j'améliore telle chose, je peux gagner tant de temps et surtout, je peux gagner tant d'argent. Donc, c'est très concret, mesurable et directement opérationnel. En tout cas, voilà, c'est l'objectif. Parce que finalement, pourquoi on investirait dans quelque chose qui permet pas de gagner derrière du temps, gagner de l'argent Voilà, donc c'est très, très concret, effectivement. Très intéressant. C'est un sujet passionnant. Quel est ton avis aujourd'hui sur le marché du droit ? Quelles sont les tendances que tu vois, que ce soit tant du côté client que du côté cabinet d'avocats ? Alors, du côté des cabinets d'avocats, je constate 2 choses. Après, ce que je vais dire, c'est plutôt subjectif et je peux me tromper, hein. Mais globalement, la concurrence, elle a tendance à s'intensifier. Si je prends par exemple l'exemple du barreau de Nantes, les effectifs ont fait plus 73% d'avocats. Je crois que c'est entre 2002 et 2012. Donc, beaucoup plus d'avocats sur le marché. Et paradoxalement, ce que je vois depuis plusieurs mois particulièrement, c'est des cabinets qui ont des difficultés à recruter et en parallèle, beaucoup d'installations. Donc, il y a des pénuries de collaborateurs, beaucoup d'installations et pourtant, il y a de plus en plus d'avocats. Alors, on se dit, comment est-ce que c'est possible ? Et en fait, en y réfléchissant, je me dis que les cabinets, finalement, font peut-être face à un nouveau défi, à 2 nouveaux défis. Alors, il y a plein de causes possibles. Il y a le nombre d'heures de travail qui peuvent être parfois excessifs. Probablement le travail trop répétitif et trop manuel. Je suis pas sûre qu'on ait fait avocat autant d'études pour faire des copier-coller toute la journée, pour faire un peu direct. Et du coup, je me dis que peut-être finalement certains préfèrent aujourd'hui s'installer à leur compte, qui peut-être à perdre parfois peut-être une part de rémunération, je sais pas trop, mais pour avoir en tout cas une meilleure qualité de vie et surtout retrouver du sens
Et ça a peut-être été accru d'ailleurs avec la situation sanitaire. Mais je me Mhm. dis qu'il y a sûrement des nouveaux défis par rapport à tout ça, un peu pêle-mêle, hein. Et je sais pas si les cabinets ont vraiment conscience de ça, mais c'est vrai qu'on voit voilà une certaine pénurie dans les cabinets et beaucoup d'installations. Très intéressant. L'attractivité, c'est vrai que c'est un gros sujet. Euh, et oui, mais en fait, c'est vrai que c'est une question que je me suis posée récemment. Je me suis dit, effectivement, c'est vrai qu'il y a un gros volet finalement concernant l'attractivité, en tout cas pour attirer de nouveaux collaborateurs, faire en sorte qu'effectivement ils se sentent bien dans... il y a en tout cas un souci sur l'épanouissement professionnel. Exactement. Et c'est un vrai sujet. Mais par contre, Et c'est vrai que ouais. les chiffres que tu as donnés sur Nantes sont assez... Alors c'est un exemple, hein, impressionnant, hein. mais je me dis que la notion de marque employeur finalement elle prend tout son sens. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour recruter les talents, comment on fait pour conserver les talents, et tout ça on peut le regrouper sous le nom de marque employeur. Et il y a plein de choses intéressantes à faire là-dessus. Absolument. Et du côté des clients, qu'est-ce que tu vois? Ce que je vois, alors je dirais ce que je vois peut-être pas encore assez. Je me dis qu'il n'y a pas encore assez d'orientation client, de se dire voilà c'est qui est mon client, quel est son besoin, quel est son point de frustration. En fait, je me dis le droit, il devrait être partout. Il est partout en plus. Il est partout, mais finalement, il n'est pas assez partout du point de vue des avocats. Si je donne un exemple, j'ai une amie qui est italienne et elle me dit, en Italie, quand tu as un accident de voiture, un des premiers trucs que tu fais, c'est d'appeler un avocat pour prendre conseil. Je dis, ah bon? En France, on en est quand même assez loin. Ouais. En France, on en est quand même assez loin, alors que le droit est partout. Finalement, les avocats sont pas partout. Et donc, je me dis, il y a peut-être des choses à retravailler entre je suis avocat, je fais du droit de la famille et se dire voilà le point de frustration, le besoin de mon client c'est quoi, c'est peut-être de lui dire je suis avocat en droit de la famille, se dire je permets de divorcer. Donc parmi les pistes possibles il y a plein de choses, il y a tout ce qui est expérience client, travailler sur ce qu'on appelle le persona, donc le client, travailler sur les points de frustration de ses clients, ça c'est ultra important. Les approches de legal design sont intéressantes. Enfin, je me dis le marché du droit, enfin le droit est partout, mais peut-être que le marché il est pas encore assez, l'offre et la demande sont pas encore complètement en adéquation. Alors sur ce constat, effectivement, je suis d'accord avec toi à 100%. Le vrai sujet d'accès au droit, il est là, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir avoir la possibilité d'avoir un conseil d'avocat sur tout ce qu'on fait au quotidien, en réalité. Parce que finalement, que ce soit pour un problème qu'on a avec un fournisseur d'énergie, que ce soit un problème qu'on a avec, je sais pas moi, avec Netflix ou autre. Ouais. Il y a encore trop de freins, je pense, dans l'accès au droit, effectivement, du point de vue des clients, du point de vue des avocats. Il y a beaucoup de freins encore à lever. Il y a du vrai potentiel. Il y a des vrais marchés à développer probablement. Intéressant, c'est une question que je vais garder pour la fin. J'allais te la poser maintenant, mais c'est super parce que l'accès au droit, j'adore. Donc performance, au sein des cabinets d'avocats. Donc concrètement, de quoi on parle en fait quand on parle de performance? Bonne question. Alors, peut-être, ce que je dirais, c'est un cabinet performant. Pour moi, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait être un cabinet dans lequel donc les équipes passeraient pas du temps sur des tâches à faible valeur ajoutée. Ça, je le disais tout à l'heure, ça c'est ultra important. Le cabinet pour performance, ce serait un cabinet donc pour que l'expérience client et la satisfaction client, ce serait au cœur des préoccupations tous les jours. Voilà. Ce serait un cabinet dans lequel les équipes seraient engagées et motivées. Pourquoi pas aussi un cabinet dans lequel la démarche qu'on appelle RSE aurait du sens. Alors RSE, c'est tout ce qui est les responsabilités sociétales, environnementales. Je pense aussi par rapport notamment aux jeunes collaborateurs, par rapport aux clients, si c'est des aspects qui, je pense, vont être de plus en plus présents. Ce serait un cabinet qui innove, qui cherche toujours à s'améliorer. Surtout, l'innovation, c'est pas forcément un truc énorme, mais ça peut être de chercher tous les jours au quotidien comment on peut faire mieux. Ce serait quoi d'autre? Si un cabinet qui a des indicateurs de performance pour prendre des bonnes décisions et pas se lever le matin en se disant tiens d'où vient le vent ce matin, je vais aller par là. Tu le vois ça? Est-ce que tu vois des cabinets qui ont des indicateurs de performance? Non. Les cabinets aujourd'hui c'est beaucoup sur des intuitions, des perceptions et justement pas suffisamment sur les indicateurs de performance. Gros sujet. C'est mon sujet de prédilection du quotidien, donc oui. Bref, ce serait le cabinet performance, un cabinet qui est rentable et où les gens seraient sereins. Donc la performance, ça passe par la performance individuelle des membres, mais ça passe aussi par le collectif. Comment on se répartit le travail, comment on coordonne le travail, comment on met en place des process pour permettre globalement à chaque action du quotidien d'être bien faite.
Mhm. Et puis, on parlait d'indicateurs de performance. Bah voilà, typiquement, quels sont les indicateurs, quelles sont les mesures. On entend parfois ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Mhm. Ça motive, ça permet de comprendre, ça évite Effectivement. d'être toujours dans se dire bah ça on n'a pas bien fait, mais de se dire bah ça y est, ça on a réussi, bah on peut le célébrer aussi, donc c'est un côté aussi très positif. Mhm. Donc voilà, un cabinet performant pour moi ce serait un peu tout ça et un peu pêle-mêle, mais voilà. Quand tu interviens justement dans des cabinets d'avocats, quand tes missions, elles durent combien de temps généralement pour donner une idée vraiment à nos auditeurs, qui sachent que effectivement, si on veut s'intéresser à ce sujet, ou en tout cas si on veut essayer d'améliorer sa performance, bah, combien de temps ça peut prendre à ton avis? Alors, j'accompagne des cabinets individuels comme des gros cabinets. Donc, du coup, la réponse est un peu différente parce que les enjeux derrière sont pas les mêmes. Mhm. Moi, je crois beaucoup à plusieurs choses. Je crois beaucoup déjà à la co-construction. C'est-à-dire, je vais pas dans un cabinet en disant c'est comme ça que ça marche partout, c'est comme ça qu'il faut le faire chez vous. On co-construit ensemble un certain nombre de choses. Ce qui prend forcément un petit peu de temps, mais surtout l'objectif c'est de rendre les avocats autonomes. On dit il vaut mieux apprendre à pêcher que de donner du poisson. Bah voilà, moi mon métier aujourd'hui c'est de rendre les cabinets autonomes en mettant en place les bonnes méthodes, les bons outils, etc. Mhm. Et donc combien de temps ça dure? Moi, ça selon les sujets qu'on a à améliorer, c'est on va dire quelques mois peut-être. Mhm. L'idée étant, alors je suis pas là 5 jours sur 5, hein, loin de là, mais en gros c'est peut-être une demi-journée, une journée tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, parce que ce qui est très important c'est de rythmer et de jalonner. Le fait D'accord. d'avoir un tiers qui intervient, en fait, on se dit oh, j'ai pas fait mes devoirs. Absolument. Donc et ça c'est hyper important parce que sinon on voit bien que pris dans le quotidien, les choses n'avancent pas autant que voilà. Mhm. Mhm. Donc à raison peut-être d'une journée, voilà, maximum peut-être une journée par mois parce qu'entre les deux il faut travailler. C'est pas une baguette magique, hein. Ouais, bah, j'imagine. Ça peut vite prendre quelques mois. Et puis l'idée c'est vraiment de pas tout révolutionner du jour au lendemain. Moi je Mhm. crois beaucoup à la méthode des petits pas, un petit pas tous les jours. Et donc voilà, on y va tranquillement mais sûrement. Et l'objectif c'est qu'à la fin, voilà, c'est plus facile de grimper une échelle où les barreaux sont rapprochés qu'une échelle dont les barreaux sont extrêmement espacés et où ça fait des grosses révolutions. Donc Mhm. voilà. Et j'ai une question pour le coup là, qui est une question plutôt euh, de, de, de prendre conscience, quoi. Euh, pour un cabinet d'avocats, est-ce qu'il y a un moment, un truc qui fait que on se rend compte qu'on a besoin de monter en performance? Est-ce qu'il y a, comment on identifie finalement le besoin pour le cabinet de monter en performance? Parce que j'imagine en fait, dans les cabinets généralement, bah, les gens ils sont tellement occupés, tellement la tête dans le guidon que bah en fait c'est très difficile de se réveiller du jour au lendemain, de se dire ah bah tiens bing, faut que je monte en performance, tu vois. Alors effectivement, je suis pas sûre que ce soit aussi radical que ça. Hmm. Je me dis, bah, il y a peut-être quelques questions qu'on peut se poser. Par exemple, est-ce que vous travaillez dans l'urgence? Est-ce que vos équipes passez beaucoup de temps sur des tâches répétitives à faible valeur ajoutée? Ça, c'est c'est une bonne indication. Mhm. Ou alors, est-ce que vous et vos équipes avez du temps pour faire autre chose que de la production? Gérer le cabinet, se former, faire de la communication, du temps perso peut-être? Mhm. Donc ça, c'est plus sur le volet production. Ça, c'est des questions qu'on peut se poser pour dire, bah, si on répond oui à tout ça, bah, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Et Oui. sur la partie développement, en gros, ce serait plutôt, bah, est-ce que vous avez assez de clients? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie, des actions qui permettent voilà, d'être efficace? Et tout simplement, bah, est-ce que vous avez assez de chiffre d'affaires? Si on n'a pas assez de clients et donc pas assez de chiffre d'affaires, bah, probablement qu'il y a quelque chose à faire. Intéressant. En substance, ce que je voulais surtout, là où je voulais attirer ton attention, c'était plus de savoir tes clients finalement, est-ce que c'est toi qui vas les chercher ou c'est eux qui viennent te chercher? Et si et dans les deux cas, quel est le pourcentage à ton avis? Parce que c'est vrai que l'avocat ou le cabinet d'avocat qui vient vers toi a pris le temps de réfléchir et donc du coup il se pose la question, il s'est déjà posé la question. En revanche, si c'est toi qui vas les chercher, en fait tu vas susciter chez eux, là, voilà. Oui, alors les deux. Mhm. J'ai vraiment les deux. En fait, j'anime pas mal d'ateliers, de webinaires. Effectivement, c'est un peu la prise de conscience. Mhm. En gros, pour donner un exemple très concret, je vais dire, bah voilà, en fait, on va faire des calculs pour que les personnes puissent s'auto-évaluer. Combien de temps est-ce que vous passez à faire telle chose?
Ok, 10 minutes. Vous le faites combien de fois par semaine? Je sais pas, je dis n'importe quoi, 3 fois. Ok. Et c'est quoi votre taux horaire? Et du coup, on se rend vite compte des enjeux financiers de ce que ça représente de pas être bon et qu'est-ce que ça représenterait si on était bon. Mhm. Donc ça, effectivement, il y a un côté prise de conscience, acculturation encore sur ces thématiques, hein, c'est clair. Mais de plus en plus, j'ai aussi des cabinets qui me contactent directement pour dire j'ai identifié une problématique et je voudrais la résoudre. Super. Donc il y a vraiment les deux et sur la question du calcul, je saurais pas bien dire parce que c'est vraiment en évolution. Mhm. Mais on voit que les choses commencent plus à il y a la prise de conscience, elle progresse quand même. Et sur ton marché, sur ton créneau, sur ta niche, depuis le temps, entre le moment où tu as créé ton cabinet et aujourd'hui, tu vois une évolution importante? Ça monte en flèche ou c'est constant? Comment tu... Alors, je vois une évolution, mais alors ce que je ne sais pas, c'est est-ce que c'est parce que je suis plus connue qu'au démarrage, probablement, D'accord. et ou parce qu'il y a la prise de conscience est meilleure. Forcément, comme c'est une activité de niche, le fait d'être bien identifié, ça prend du temps. Mhm. Donc, il y a peut-être un peu des deux. D'accord. Ok. Non, intéressant, franchement, je pense que les inputs que tu donnes là, ça va vraiment aider pas mal d'avocats. Du coup, parce que j'ai vu un truc génial, en fait, tu fais des diagnostics de performance. Exactement. Et ça, c'est génial. Donc, j'aimerais bien juste que tu nous en parles, tu nous dises quelques mots, comment ça marche. Ok. Donc une fois qu'on se dit ok, j'ai besoin d'améliorer ma performance parce que je perds trop de temps et parce que j'ai pas assez de chiffre d'affaires, l'idée effectivement c'est de faire l'état des lieux pour savoir quoi améliorer et surtout dans quel ordre. Parce que finalement beaucoup d'avocats ont plein d'idées, mais en mettent finalement assez peu en œuvre, faute notamment de priorisation. Donc pour savoir où on veut aller, il faut commencer par savoir où on est. Donc ça permet de travailler sujet par sujet, de savoir par où commencer. Encore une fois, pour que la montagne ne soit pas trop haute à gravir, mettre en place les différentes étapes et y aller petit à petit pour avoir des morceaux plus digestes. Donc ça, c'est ce que j'appelle la cartographie, qui permet effectivement d'évoquer tous les points pour prendre du recul et prendre conscience des pistes d'amélioration. Et donc on évalue la performance du coup de ce qui touche au cabinet. On évalue les priorités d'amélioration, les gains en temps et en argent des améliorations. Ça permet de prendre du recul, ça permet aussi de faire échanger les équipes, parce que rien que le fait de mettre les équipes autour d'une table pour discuter de tout ça, finalement c'est assez rare dans les cabinets. Et pour moi, il est essentiel que les équipes soient embarquées, que la conduite du changement soit démarrée, parce que sinon on peut avoir de la résistance à faire un changement. Justement, or, si on les embarque, excuse-moi, je rebondis sur la résistance. Est-ce que ça t'est arrivé justement des cas où tu as eu de la résistance vraiment pour le coup, genre 50% du cabinet, ils ont dit non, on n'a pas envie. Non, justement, parce que grâce à cette méthode finalement que j'ai mise en œuvre, le fait d'embarquer tout le monde, des collaborateurs, des assistants dès le démarrage, de leur dire, parce que finalement les associés, ils peuvent avoir une vision un peu erronée. Vous demandez à un associé comment ça se passe la facturation chez vous, ils vont dire c'est super, c'est hyper fluide et tout, machin. Puis après vous demandez aux assistants, ils vont dire non mais en fait c'est la cata, on y passe 3 fois trop de temps. Donc l'avis, ce que j'appelle des parties prenantes, c'est important. Et comme on leur demande leur avis dans cette méthode dès le départ, on les embarque et finalement ils sont vraiment intégrés dans le process. Et puis au contraire, ils sont plutôt moteurs finalement, parce qu'il y a quand même des métiers, je pense aux assistants notamment, on leur demande pas si souvent que ça leur avis. Et le fait de le faire, au contraire, ils sont plutôt motivés. Oui, en plus, surtout, elles observent, elles voient pas mal de choses et du coup, c'est vrai que quand elles parlent... Exactement. Non, franchement, c'est ultra intéressant. Et puis, dans cette cartographie, on met aussi en rapport les moyens qu'on peut mettre en œuvre avec les résultats. C'est important aussi. Parce que forcément, un avocat individuel, il va pas avoir les mêmes moyens qu'un énorme cabinet d'avocats. Donc, on met les deux en relation et ça, je peux avoir mis beaucoup de moyens et finalement avoir peu de résultats ou à l'inverse. Et ça donne quelque chose d'intéressant également. D'accord. Et donc, une fois que je fais ce diagnostic-là, j'ai vraiment, pour le coup, une vraie cartographie de ce qui marche, de ce qui va pas et ce que je dois améliorer et tout, quoi. Exactement. Et surtout un plan d'action
avec une priorisation. C'est-à-dire, je sais que le premier truc que je dois faire, alors encore une fois, c'est de la co-construction, hein. C'est pas moi qui arrive en disant c'est comme ça que ça marche, loin de là. C'est une méthode en fait. Donc ça, c'est les avocats du coup qui travaillent, hein. Mais du coup, ils savent que le premier truc à faire, c'est, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, améliorer, c'est la facturation. Après, ce sera la communication avec les réseaux sociaux, puis et ainsi de suite, en fonction des gains qu'on peut avoir finalement. Un petit break pour rappeler que ce podcast est sponsorisé par le Juriste de demain, une plateforme qui propose des cours en ligne et parcours certifiants permettant d'acquérir des compétences business, technologiques et soft skills dans l'industrie du droit. N'attendez pas, la création de compte est totalement gratuite. Rendez-vous sur lejuristededemain.com. Est-ce que tu penses qu'il existe une méthode dédiée justement aux professionnels, aux avocats de façon générale? Est-ce que tu penses que mais j'entends effectivement le fait que chaque cabinet est différent, mais est-ce que dans la mise en place que ce soit des outils que tu utilises ou que ce soit des méthodologies que tu mets en œuvre, est-ce que tu penses que mine de rien, il y a quand même une méthode dédiée aux avocats? Bon, je dirais la méthode Facilo. Non, non, je sais pas. Mais oui, parlons-en, mais oui, c'est ça. Effectivement, j'ai cette méthode dont je parlais, la cartographie, j'y ai beaucoup travaillé, donc forcément, ça sort pas de nulle part. Ça vient en gros, de 18 années d'expérience, donc c'est difficile et je m'inspire beaucoup. Alors, est-ce que c'est dédié aux avocats? Forcément, il faut tenir compte de certaines caractéristiques de la profession, hein. Pour moi, un cabinet d'avocat, c'est une entreprise, ce n'est pas un gros mot. Pour autant, il y a quand même quelques spécificités en lien avec la déonto, etc. Il y en a beaucoup qui diraient non, on n'est pas d'accord, hein, c'est pas une entreprise. Bah, si, c'est une entreprise, c'est même un prestataire de service. Alors après, je vais un peu loin, mais bon, quand même. Non, mais moi je suis d'accord avec toi, hein, mais c'est clair. Mais effectivement, en tout cas, j'entends vraiment effectivement des sons différents qui sont très, donc, qui sont pas d'accord avec en tout cas ces appellations, malheureusement. Oui, bah après, voilà, c'est un avis, encore une fois, c'est subjectif, hein, on peut ne pas être d'accord, on peut en discuter, il n'y a pas de souci, voilà, moi je considère que oui. Après, donc je m'inspire beaucoup de mon expérience et puis je regarde beaucoup ce qui se passe ailleurs. Je participe à beaucoup d'événements hors avocat, justement, pour voir ce qui peut se faire, etc., pour m'inspirer. Enfin, moi, j'utilise beaucoup de méthodes, j'utilise de la facilitation graphique, j'utilise de l'agilité, enfin, je sais pas si c'est des termes qui sont très connus en avocat, mais je pioche dans plein de méthodes finalement pour faire ma propre méthode. Est-ce que c'est spécifique aux avocats? Ça pourrait sûrement être transposé à d'autres métiers, mais voilà, le fait que je connaisse bien voilà comment ça fonctionne en vrai comment ça fonctionne en vrai dans les cabinets, parce qu'il y a la théorie puis après il y a la vraie vie. Finalement c'est vrai que ça m'aide pas mal, ayant fait pas mal de cabinets, je connais quand même les contraintes de la profession, ou avec quand on fait du judiciaire, bah forcément on a des contraintes d'urgence qui sont pas forcément de son fait, on a il y a plein de choses, donc voilà, l'idée c'est de piocher à droite à gauche et d'en faire une méthode qui soit vraiment adaptée à la profession. Et c'est peut-être un peu, sans vouloir faire ma pub, mais voilà, le fait que je travaille que avec des avocats, ça aide forcément. Effectivement. Et donc du coup, tu travailles pas avec des directions juridiques ou d'autres professions également? C'est un choix? Ouais, c'est un choix. Alors en soi, la méthode, effectivement, comme je le disais, la méthode Facilo. Là, ça y est, j'ai trouvé un nouveau nom depuis maintenant, là. Ce que je fais, finalement, je pense que ça pourrait facilement être transposé aux huissiers, notaires, peut-être experts comptables et compagnie. Ceci dit, on dit notamment en communication, on dit parler à tout le monde, c'est parler à personne. C'est beaucoup plus facile d'avoir une cible très spécifique, parce que du coup, je sais très bien, je sais bien comment ça fonctionne. Ce que je vois chez les uns, bah forcément, ça finit par faire cette expérience, elle sert à mes clients finalement. Donc, mais aujourd'hui, je travaille que pour des avocats. Effectivement, c'est un choix, mais c'est ce qu'on appelle donc un marché de niche. Absolument. Et ce serait mon conseil aussi, même pour ça pourrait être un conseil pour les avocats d'ailleurs. On y reviendra peut-être après, mais non. Ah, mais du coup, c'est vrai. Bah, du coup, avocat généraliste, avocat spécialisé. Tu penses que les généralistes sont voués à disparaître ou pas? Je suis un peu dubitatif sur le côté généraliste. J'ai un peu de difficulté à
Alors, bon, j'entends. Encore une fois, c'est subjectif et j'entends que certains y trouvent puissent y trouver leur compte. Mais j'ai un peu de mal à voir comment on peut déposer une marque le matin, faire un divorce l'après-midi et faire de la construction encore le lendemain. Le droit est quand même un monde complexe, de plus en plus complexe. Je suis un peu dubitative. Et puis encore une fois, en termes de communication, d'expertise, etc., je pense que le fait de se spécialiser entre guillemets, alors, le terme spécialiste est un peu peut-être pas le meilleur terme parce que forcément il y a toute la notion de spécialisation au sens déonto, mais en tout cas le fait d'avoir une vraie expertise et un vrai marché niche, pour moi c'est un plus. Moi j'ai tendance à penser que l'avocat de demain il sera plutôt super spécialisé, ce qui est le cas aujourd'hui parfois en termes d'activité. Je sais pas, un avocat qui fait, je sais pas, du numérique, etc. Mais moins en termes de clientèle. Et je me dis, après tout, pourquoi pas demain un avocat qui ne bosse que pour des assistantes maternelles qui ont des spécificités bien particulières, partir non pas des compétences de l'avocat, donc droit de la famille, droit du numérique, droit de la consommation, mais des besoins du client au final, et finalement toucher à plusieurs domaines d'expertise, mais pour une cible particulière. Il y a bien, par exemple, des consultants pour avocats, comme moi. Pourquoi pas des avocats pour les consultants? C'est un métier, c'est un métier qui va arriver de plus en plus, de toutes les façons. Donc voilà, et du coup, ça permettrait d'être peut-être généraliste, parce que ça toucherait à la fois, enfin, ça peut toucher au social, ça peut toucher à de l'API, à plein de domaines, mais avec une cible très spécifique. Et je me dis que là-dessus, il y a peut-être des créneaux à prendre. Absolument, en phase, absolument. Je suis en train de rédiger un livre blanc concernant les nouveaux métiers du droit. Dans les années à venir, et effectivement le métier de consultant, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, quoi. Moi j'en suis persuadé. Ouais. Et puis pour moi, l'avocat de demain, il sera encore plus entrepreneur qu'aujourd'hui. Encore une fois, ce n'est pas un gros mot. Avec une vraie démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire une approche déjà peut-être plus commerciale, avec des vraies offres, des vrais services un peu marketés. Et pourquoi pas des personnes dans les équipes qui sont pas que des juristes, parce qu'aujourd'hui, voilà, ça reste beaucoup dans les cabinets. On a quand même beaucoup avocats associés, avocats collaborateurs, assistantes juridiques. Voilà. Mais pourquoi pas demain des UX designers pour mettre l'expérience client au cœur des préoccupations. Pourquoi pas des data scientists avec des pros de la donnée. La donnée, ça a une vraie valeur, mais c'est très peu exploité aujourd'hui. Pourquoi pas une approche, je sais pas moi, en lien avec les neurosciences. Enfin, il y a plein de trucs à inventer en fait. Et c'est passionnant d'ailleurs, c'est qu'il y a des opportunités dans ce métier qui sont assez incroyables. Il faut pas hésiter à s'en saisir, je pense. J'ai l'impression que tu as lu mon livre blanc. Tu l'as pas encore écrit, c'est ça? je suis à la moitié là, en fait. Je suis tellement dans plein de recherches en parallèle. J'essaie de rendre les choses vraiment très concrètes. Et c'est vrai que tout ce que tu dis, ça résonne, parce qu'effectivement, c'est tous les aspects en fait finalement qui sont à côté du droit que je mentionne. Je parle de growth hacker qui, pour moi, c'est le métier du bizdev. En fait, c'est le bizdev augmenté en fait, en réalité. Je parle aussi du job de copywriting, et notamment, il y a pas mal de choses, en tout cas, pas mal de métiers pour moi, effectivement, qui vont certainement arriver. Maintenant, la question, c'est quand est-ce que notre profession, la profession d'avocat en France, va commencer à prendre conscience de tous ces sujets-là, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas leur priorité. Non, pas encore. Et puis, il y a peut-être un mythe aussi de se dire que l'avocat, il doit savoir tout faire. Et c'est peut-être pas ça la réponse. Peut-être que la réponse est de savoir s'appuyer sur des personnes, d'intégrer des personnes en interne, en externe, dont c'est le job, je pense. Enfin, faut savoir peut-être aussi où est la valeur ajoutée de la personne, et quand c'est pas sa valeur ajoutée, il faut peut-être savoir s'appuyer sur des personnes dont c'est le job. C'est ça. Ouais, on est en train de s'égarer du sujet. Mais en fait, tout ça, c'est des points effectivement que je voulais aborder sur ma dernière question, mais on va y revenir. Du coup, pour juste, imaginons, on est là, c'est la partie cas pratique. Hein, l'idée, c'est vraiment de donner des tips concrets aux gens pour qu'ils puissent, du coup, là, en l'occurrence, améliorer leur performance. Donc, je gère mon cabinet, donc voilà, tout se passe bien depuis plus de 5 ans. Bon, déjà. Je me rends compte que effectivement il y a des choses qui ne fonctionnent pas tant que ça, mais ça ne me pose pas de problème parce qu'en réalité je facture bien. Donc aujourd'hui je te rencontre. Qu'est-ce que tu peux me conseiller? Qu'est-ce que tu peux me dire aujourd'hui en 5 étapes si je te disais bon voilà, j'ai envie de changer on va dire de levier, en tout cas
de direction et Mhm. du coup gagner en performance par rapport à ma situation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme levier concret en 5 étapes? En 5 étapes, aussi Mhm. précis. Alors, la première chose que je dirais, c'est de ce qu'on appelle découper son activité. L'idée, en fait, c'est de mettre en place donc des thèmes, par exemple la production de la mission, la gestion du cabinet, je sais pas, l'expérience client, etc. Mhm. Ensuite, mettre en place ce qu'on appelle des sous-thèmes. Par exemple, dans la production de la mission, c'est l'analyse et l'ouverture de dossiers, c'est la gestion de la mission en tant que telle, la gestion des documents et ainsi de suite. Pour pouvoir travailler en fait sujet par sujet. Mhm. Parce qu'on peut pas, encore une fois, travailler, enfin, si on se dit un cabinet avocat, il y a plein de thèmes dans un cabinet avocat. Donc, la première chose à faire, ce serait peut-être de, entre guillemets, découper son activité pour découper dans des blocs plus digestes. Mhm. La deuxième étape, du coup, c'est la conséquence de la première, ce serait de mettre en place des process. À partir de ces découpages, on pourrait se dire, bon, voilà, sur tel axe, qui fait quoi, quand, comment, en fait, c'est un peu le mode opératoire. L'idée, c'est que quelle que soit la personne qui fait la tâche dans le cabinet, elle soit faite avec la même qualité, la même efficacité. Mhm. D'accord. Donc ça, c'est important, la mise en place de process. Ça met combien de temps? Généralement, je sais que c'est ce qui pose le plus de problèmes parce que ça demande vraiment, en tout cas, un alignement, tous les collaborateurs sur la méthode, sur le process, quoi. Ouais, en fait, il faut que les gens ils échangent sur ces sujets. Mhm. La difficulté n'est pas tant d'écrire ce qu'on fait, c'est peut-être plutôt après de faire ce qu'on a écrit. C'est clair. Donc ça prend combien de temps? Non, sincèrement, moi j'en fais, enfin, on en co-construit avec les cabinets chez qui j'interviens régulièrement. Ça va, ça se fait très bien. Encore une fois, c'est une question de méthode. Mhm. Quand on a l'habitude, ça se fait très bien. Après, voilà, la difficulté, ça peut être après de les suivre, mais encore une fois, si on rythme bien, si on jalonne bien, ça se passe bien. Mhm. Y a pas de, c'est pas trop douloureux, non, franchement, ça va. Ok, d'accord. La troisième chose, ce serait de se dire, bah, où est-ce que je veux aller? C'est quoi mon cap? Du coup, comment est-ce que j'y vais? Pour formuler autrement, c'est quoi la stratégie? C'est quoi les actions que je vais mettre pour aller là où je veux aller? Mhm. D'accord. Une sorte de roadmap, quoi. Oui, en quelque sorte. En gros, je suis sur un bateau. Mon île au trésor, c'est quoi? Moi, je prends souvent cette image du speedboat, si certains connaissent. Voilà, mon île au trésor, c'est ça. Là, je suis sur un bateau et voilà, comment est-ce que mon bateau, je vais faire en sorte qu'il aille à mon île au trésor? Quelles sont les actions que je vais mettre en œuvre? Mhm. Okay. Alors, j'en suis au numéro 4, je crois. Ça, c'est la troisième étape, et là, on Ouais, passe au numéro 4. Alors, numéro 4, je dirais avoir l'outil adéquat. Un outil, pourquoi pas, pour limiter les tâches à faible valeur ajoutée. Ceci étant, un outil, pour moi, il y a un truc ultra important, c'est que c'est un moyen, c'est pas une foi en soi. Je vois trop souvent, j'ai un problème, ok, je mets un outil. Mais ça marche pas. Enfin, en tout cas, je pense pas que ça marche. Donc, faut vraiment se dire, voilà, je mets en place un outil si j'ai identifié une problématique, etc. Mais il y a une vraie réflexion autour pour que ça soit efficace. Je vois trop de cabinets qui ont mis en place des outils, mais dont personne ne se sert. Faute d'avoir réfléchi aussi à l'organisation autour, faute d'avoir formé les équipes, faute d'avoir pensé bien au paramétrage. Enfin, il y a vraiment des problématiques. Et voilà, l'outil, pourquoi pas? Parce que limiter les tâches à faible valeur ajoutée, ça passe aujourd'hui par le numérique souvent. Pas que, mais ça passe entre autres par ça. Mais voilà, bien avoir en tête que c'est pas une finalité, quoi. Tu as des outils en tête, par exemple, là, que tu pourrais donner? Oh là, t'as combien de temps? 2 heures? C'est un vrai sujet. Là, comme ça, tout dépend déjà du thème. Il y a des logiciels métiers, il y a il y a plein de choses. En fait, c'est la difficulté, peut-être d'ailleurs aujourd'hui, c'est une difficulté pour les avocats, c'est que parmi la multitude d'outils qui existent sur Internet, lequel va être le bon pour mon cabinet? Et ça, moi, je fais un vrai gros travail tout le temps de veille, de test, d'expérimentation, etc. Donc, c'est un métier, c'est devenu un métier, en fait. Ouais, non, mais complètement. Et puis, ce qui va convenir à un cabinet va pas convenir à un autre. C'est la raison pour laquelle je me refuse à faire tout ce qui est apport d'affaires et compagnie de manière très transparente. Et je le dis à mes clients. Si je conseille un outil à un cabinet, c'est bien parce que je pense que c'est le meilleur pour lui et pas parce que derrière, je vais avoir un intérêt financier. Et pour moi, c'est hyper important en termes de philosophie. Donc, je fais un gros travail de veille et de test d'outils. Et donc, pour le point pardon, vas-y. Avant de passer au point numéro 5, sur les outils, du coup, je me dis, en fait, typiquement, s'il s'agit de
de gestion de projet, ce genre de choses, qui sont des sujets effectivement que tout le monde commence à connaître quand même. Est-ce que tu as des recommandations sur ces outils-là en particulier ou Bah, parfois, il n'est pas utile de faire très compliqué sur de la gestion de projet. Il y en a un qui me vient spontanément à l'esprit, c'est Trello. D'accord. Qui a le mérite d'être simple, assez facile à utiliser, pour autant très efficace à condition d'être bien pensé. Moi, je m'en sers à la fois pour mon suivi, mais pour le travail collaboratif, etc. Et ça marche bien. Donc, parfois, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très complexe. Pas besoin de faire une usine à gaz. Il y a des outils très simples comme celui-ci qui fonctionnent bien. Bon, c'est le premier qui me vient spontanément à l'esprit, mais il y en a d'autres, bien sûr. D'accord, ok. Non, c'est très clair. Et donc, la 5e étape c'est de mesurer la performance. Voilà, c'est quoi les tâches à faible valeur ajoutée, redondantes. Et puis une fois que je les ai identifiées, voilà, se dire, par exemple, si demain tu te rends compte que tu passais 4 heures par mois à faire tes factures, et que grâce à tout ce que tu vas mettre en place, potentiellement un outil, une nouvelle organisation dans l'équipe, etc., tu passes plus qu'1 heure par mois. Bon, voilà, c'est motivant, ça permet de comprendre, ça permet de, voilà. Donc vraiment, la mesure de la performance, c'est vraiment important dans une démarche d'amélioration. Et en fait, est-ce que tu poses des momentum sur les mois, les années à venir, où tu vas demander justement aux avocats de se poser et de justement voir où on en est, est-ce que ce qu'on a fait jusqu'à présent ça a fonctionné, est-ce que ça n'a pas fonctionné, ainsi de suite, tu sais. C'est pas si simple, ouais, c'est ce que j'essaye de faire en toute transparence, mais c'est pas si simple. J'entends encore parfois dans des petits cabinets, on démarre la démarche, etc. Ils disent oui, mais moi mesurer, je suis un petit cabinet, j'ai pas besoin de, peu importe qu'on soit gros, qu'on soit petit. Après, l'idée c'est pas de passer sa journée à compléter des tableaux Excel, encore une fois, c'est pas du tout l'idée, mais avoir quelques moyens de mesure pour se rendre compte. Voilà, si je prends l'exemple, je sais pas, prenons un exemple. On démarre une démarche sur LinkedIn pour aller acquérir de la clientèle. Quand on démarre l'accompagnement, enfin la démarche, on a 100 contacts et 0 rendez-vous. Et puis on mesure que voilà, tous les mois, on se dit voilà. Et puis c'est à la fin de cette démarche, parce qu'on se met des objectifs dits SMART. Je sais pas si ça parle à tout le monde. Simple, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, pour faire très très court. Si à la fin des 6 mois, par exemple, on se dit bon bah voilà, j'étais à 100, maintenant je suis à 1000, et j'avais 0 rendez-vous, maintenant j'en ai 10. Bah c'est concret, vraiment, ça, c'est ce qui permet, c'est hyper motivant en plus pour les équipes de se dire, et puis il faut pas hésiter encore une fois à aller célébrer. Si on a atteint l'objectif, on peut se dire bah super, on va aller boire un petit verre, on va aller s'acheter des chocolats, enfin j'en sais rien après. Donc ça c'est vraiment la mesure de la performance, c'est vraiment important. Sinon les gens on garde une frustration en fait du devoir pas forcément accompli. Ouais, franchement, je suis entièrement d'accord. En plus, c'est vrai que moi, j'ai connaissance de quelques petits cabinets, et quelques moyens aussi, qui effectivement ont entamé des démarches justement d'amélioration de performance. Et en fait, 1 an après, pouf, quoi. Ouais. Tu sais, ça fait pchit. Donc du coup, tu te dis, bah oui, bah en fait, ça veut dire qu'il y a des... en plus, je parle même pas que de performance, ça, même transformation. Il y a des cabinets qui ont entamé cette démarche-là, de se dire on va se transformer, on va travailler pendant 6 mois, on va essayer de mettre en place un nouveau modèle économique, on va essayer de faire des choses. Et finalement, en fait, on se donne 6 mois pour tester les choses, on teste, on se rend compte que ça marche ou pas. Généralement, ça marche très peu parce qu'effectivement, les associés veulent des résultats concrets tout de suite. Or, quand on a ces démarches-là, c'est pas évident. Surtout, en tout cas, lorsqu'il s'agit de passer d'un modèle traditionnel où on obtenait des clients via le bouche à oreille et que du jour au lendemain, on se dit, c'est possible par Internet, en tout cas via les réseaux sociaux notamment. Bah, en fait, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Donc, du coup, c'est pas du jour au lendemain que tout va tomber. Et c'est vrai que c'est difficile, en tout cas, de leur permettre en tout cas de voir vraiment le concret, la réalité de tout ce qu'on prône, quoi, à savoir qu'effectivement le digital, enfin le numérique est un vrai levier, quoi. Tout à fait. Donc, c'est pas évident, c'est pas évident. Ok, bah je pense que ces 5 étapes-là, elles sont très claires et je pense qu'elles permettraient en tout cas à des avocats qui souhaiteraient se lancer sur l'amélioration de la performance de pouvoir mettre en œuvre tout de suite des actions. Donc ça c'est super.
Bah, écoute, je te remercie. J'aimerais juste du coup qu'on revienne sur notre sujet du début qu'on a abordé brièvement, donc l'accès au droit. Ouais. Et tu sais, en plus, tu as parlé de quelque chose de très intéressant. Tu as dit effectivement que pour toi, en fait, l'avocat de demain, ce sera un avocat qui sera spécialisé. Moi, j'ai tendance à penser que c'est cette spécialisation qui finalement nous crée ce blocage avec les citoyens. Tu vois, en fait, je prends juste l'exemple des médecins. J'aime souvent faire le parallèle entre l'avocat et le médecin. Je sais pas pourquoi. Moi aussi. Même que pareil. Donc, tu vois, moi, je pars du principe qu'au contraire, je trouve que le généraliste, il a encore beaucoup plus d'avenir. Pourquoi ? Parce que justement, il y a une couche de la population qui a besoin d'un premier niveau d'accès au droit. C'est vrai. D'un premier niveau d'explication avec, on débroussaille un peu la situation, on explique un peu les grands principes, on explique un peu la démarche. Et ensuite, le deuxième niveau, c'est là, en fait, le généraliste, il envoie au spécialiste, tu vois. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses, et je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui, finalement, dans le marché. Je te donne mon avis, hein, après tu me diras ce que tu en penses. Mais je pense que, en fait, tu as aujourd'hui des avocats qui, en fait, n'aiment pas le B2C, tout simplement, hein, parce qu'effectivement, il y a cette appréhension du client B2C, qui est que le client B2C est souvent généralement il est très compliqué, difficile à gérer, en fait les gens ne savent pas trop quoi dire, comment réagir et ainsi de suite. Donc c'est une relation qui est par nature très compliquée. Mais je pense que c'est l'avenir, quoi. Finalement, moi je pense que je suis certain que c'est la seule façon, en tout cas, pour que le droit puisse accéder dans nos foyers, vraiment dans nos quotidiens, dans notre vie, quoi. Je pense que le généraliste, pour moi, il est vraiment, en tout cas, voilà, pour moi, c'est la clé, quoi. Oui, c'est possible, c'est vrai. Non, mais je ne demande qu'à être convaincu, et c'est juste aussi ce que tu dis, donc je vais revoir ma... Non, mais à ce moment-là, je me dis, il faut... Ok, alors, tu as raison, et en même temps, ça veut dire que le généraliste, il doit accepter de passer le relais au spécialiste, quoi. C'est ça. Et là, on est sur un... Et c'est là où peut-être aujourd'hui, ça pêche peut-être un petit peu. C'est en ça que je disais, on peut pas déposer une marque le matin, et voilà. Il y a des domaines quand même d'activité qui demandent une spécificité technique un peu particulière. Et ça rejoint peut-être un peu finalement ce que je disais quand même. C'est que le généraliste, en fait, il est là pour détecter les besoins et après passer le relais sur un certain nombre de choses. Moi, je me vois un petit peu comme... parce que je fais souvent le parallèle aussi avec la médecine dans mon métier. Moi, par le biais de cette cartographie dont je parlais tout à l'heure, en fait, je détecte beaucoup de besoins. Et après, par contre, je sais où est ma valeur ajoutée. Donc, il y a un certain nombre de choses que je traite. C'est vrai. Mais après, je sais aussi exactement où s'arrête ma valeur ajoutée et quand est-ce que je dois passer le relais. Et moi, je passe beaucoup le relais. Pour donner un exemple très concret, j'ai beaucoup de clients qui me demandent des sites internet. Je vais les accompagner sur c'est quoi le besoin du client, qu'est-ce qu'on va mettre comme texte dessus. Parce que si vous allez voir un webmaster, il va s'attacher surtout au côté esthétique, technique, etc. Mais comme il connaît pas le métier, assez peu finalement à c'est quoi le problème du client, qu'est-ce qu'on va raconter, comment on va le raconter. Donc ça, je le fais. Mais par contre, la partie technique, la partie dev, je sais faire un site web, j'ai fait le mien, c'est pas la question, mais c'est pas ma valeur ajoutée. Absolument. Donc là, après, je passe le relais à un prestataire. Et effectivement, là, on pourrait faire exactement la même chose chez les avocats. Complètement. Et au-delà de ce parallélisme-là, est-ce que tu as d'autres pistes, toi, pour améliorer l'accès au droit, faire en sorte que justement, que les gens s'orientent de plus en plus vers les avocats? Est-ce que tu penses que moi, je pense qu'en fait, c'est vrai que généralement, on a souvent tendance à penser que c'est la faute des avocats qui sont vraiment aussi dans leur univers, mais je pense que c'est des deux. Il y a les deux. C'est vrai qu'on a malheureusement une image, le consommateur, le citoyen a une image de l'avocat qui n'est pas évidente. En tout cas, tu vois, en plus, c'est paradoxal parce que tantôt, ils ont conscience que l'avocat est important et capital, mais derrière, en même temps, c'est pas la première personne qu'on va nécessairement solliciter, ou en tout cas, quand on va solliciter un avocat, c'est vraiment quand il y a danger, quoi. Quand le feu est rouge, quand il y a le feu, tout ça. donc du coup, est-ce que tu penses que qu'est-ce qu'on pourrait faire des deux côtés? Et aujourd'hui, qu'est-ce que les citoyens pourraient faire pour justement avoir cette proximité-là, et qu'est-ce que les avocats pourraient faire pour améliorer cette proximité? Alors, moi, je dirais du côté de l'avocat, je pense que le langage juridique clair, déjà pourrait permettre de faire beaucoup progresser les choses. Parce que je reprends l'exemple que j'ai tout à l'heure, avocat droit de la famille.
même, alors celui-là est peut-être un peu connu maintenant, mais un avocat, qu'est-ce que je peux vous dire, qu'est-ce que je peux dire? Je parle de propriété intellectuelle. Est-ce que tout le monde sait que propriété intellectuelle, ça veut dire je vais déposer des marques. Enfin, je pense qu'il y a un vrai travail, là-dessus. Après, du point de vue du justiciable, c'est une très bonne question. Je peux revenir dans 1 heure. Non, mais c'est vrai que l'image de l'avocat, elle est un peu, elle est pas très très bonne. Pour donner un exemple, on m'appelle souvent quand dans mon entourage, les gens ont des problèmes juridiques. On me dit, tu connais pas un avocat qui fait ça? Alors, donc du coup, je passe souvent le relais. Mais je pense que ça arrive à tout le monde dans ce domaine-là. Et il y a quelques jours, je vois une personne à qui il me dit, ah oui, j'ai vu l'avocat et en plus elle était sympa. Bah oui, non mais oui, ce sont des êtres humains, quoi. Exactement, ce sont des êtres humains normaux. Enfin, donc il y a un vrai travail sur l'image de la profession, je pense. Oui, les avocats sont des gens très sympas. Et heureusement. Voilà, depuis 20 ans à travailler avec des avocats, sinon. C'est clair. Mais sinon, de façon générale, sur le sujet de l'accès au droit, c'est vraiment un sujet, moi, qui me passionne beaucoup, et je ressens effectivement que c'est le cas pour toi. Tu vois, aujourd'hui, on parle de legal design, tout ça, et moi, j'aime plus à parler de design thinking, dans le sens où c'est quelque chose, en fait, c'est finalement une méthodologie qu'on devrait appliquer partout, quoi, de façon transversale, en fait. Clairement. Il faudrait qu'on refonde intégralement, que ce soit le système, notre approche, l'approche des juristes et des professionnels du droit de façon générale, du droit vis-à-vis des citoyens. Et tout le système même intégral, quoi. Je veux dire, on a un système qui est très très vieux, qui est dépassé. Je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, le design thinking peut aider énormément aujourd'hui, je pense, et on en est juste au balbutiement du début, quoi. Là, je veux dire, legal design, enfin, en tout cas, les choses vont exploser, je pense, tant que, en tout cas, on a cette méthodologie de se positionner vis-à-vis du client et de voir son prisme à lui et d'essayer de trouver des solutions par rapport à ses besoins et sa vue, quoi. Bah ça, c'est pour moi, c'est essentiel, c'est le cœur de tout, quoi. C'est quoi le besoin du client? C'est quoi son point de frustration? Qui est mon client? Enfin, toutes ces questions, elles sont essentielles. Absolument. Absolument. Bah, écoute, on est arrivé à la fin du podcast. Je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était très clair, très carré. Avec plaisir. Est-ce que tu aurais peut-être un dernier mot pour nos auditeurs? Un mot. À bientôt. Non. Non, mais soyez curieux. Allez voir ce que font, pourquoi pas, d'autres avocats, mais allez voir aussi ce qui se fait dans d'autres domaines d'activité. Allez voir ce que font, je sais pas, des startups dans le médical. Enfin, vraiment, il y a vraiment plein de sources d'inspiration possibles. Et faut pas hésiter à sortir un petit peu de son quotidien pour aller voir ce qui se passe ailleurs, et ça donne vraiment de nombreuses idées intéressantes et des beaux parallèles. En effet. Et je le rappelle pour ceux qui se poseraient la question, Anne-Hélène Amoni, qui est professeure sur le juriste de demain, et je peux vous dire que ces cours, il faut aller les voir. Merci. Il faut aller les voir, notamment celui sur les réseaux sociaux, et un tout nouveau qui va sortir dans très peu de temps, donc restez à l'affût. Et je te remercie encore, Anne-Hélène, et je te dis à très très bientôt. Avec plaisir, à bientôt.